à des moines du Kentucky pour qu'ils y bâtissent un nouveau monastère. Les moines qui l'occupent aujourd'hui appartiennent à l'ordre cistercien de la stricte observance et sont plus connus sous le nom de moines trappistes. Ils vivent selon la règle établie par saint Benoît au VIe siècle. Quand ils rejoignent la communauté, ils font 3 vœux: stabilité, fidélité à la vie monastique et obéissance. Leur vie s'organise autour de la prière et de l'étude des Saintes Écritures. Les moines ne font pas vœu de silence, mais ne parlent que lorsque c'est absolument nécessaire. À l'est se trouve la région de Santi Delta. La demeure de la plantation Hampton est nichée au milieu des chênes et des magnolias. Elle a été déclarée monument historique en 1971. Cette maison de planteur a été agrandie tout au long du XVIIIe siècle, jusqu'à prendre sa forme actuelle. C'est l'une des plus belles maisons de style géorgien de Caroline du Sud. L'immense porche à colonnes est l'un des premiers de l'architecture domestique américaine. La culture du riz a fait la richesse de ce domaine. La nature a repris ses droits sur les rizières. La dernière case encore debout est un témoignage historique des conditions de vie déplorables des esclaves, qui contrastaient radicalement avec l'opulence dans laquelle vivaient les propriétaires. La côte de Caroline du Sud est bordée de vastes marais qui sont un paradis pour les oiseaux. Elle est également longée par un important réseau de canaux, l'Intracoastal Waterway. Initialement conçu pour relier New York à la Floride, il est aujourd'hui séparé en 2 sections. À la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement américain a commandé un projet d'amélioration du transport des hommes et des marchandises. Les premiers textes évoquaient une carte des États-Unis qui indiquerait l'existence de voies navigables à l'intérieur des terres, protégées des tempêtes et des ennemis. Le projet a vu le jour au XIXe siècle, sous l'impulsion du Congrès, et a continué de se développer au XXe siècle avec l'aménagement de certains canaux. Aujourd'hui, ce réseau long de presque 5000 km se compose de sections artificielles, de canaux naturels, de rivières d'eau salée et de baies. Les canaux permettaient à de grands bateaux d'acheminer des marchandises le long de la côte et d'éviter les dangers de la navigation au large. De belles propriétés ont été construites le long de ces voies navigables. Les pontons permettent de mettre un bateau à l'eau, quel que soit le niveau du canal. Ces maisons se dressent à la lisière de la forêt nationale Francis Marion. Cette immense forêt s'étend sur un peu plus de 1000 km². En 1989, la région a été dévastée par un ouragan. Il n'a épargné que les jeunes pousses et quelques vieux arbres. La forêt porte le nom d'un général, devenu un héros de la guerre d'indépendance américaine. Francis Marion était un pionnier dans l'art de la guerre. Il était adepte des techniques de la guérilla et il est considéré comme le père de l'unité d'élite des Rangers de l'armée américaine. L'officier britannique missionné pour le tuer l'avait surnommé Swamp Fox, le renard des marais. Francis Marion était parvenu à semer les Anglais et à monter un poste suffisamment bien retranché pour attaquer les troupes ennemies. Cette forêt est désormais réservée aux loisirs. On peut y faire de la randonnée, se promener à cheval, descendre la rivière en canot, camper et faire du VTT. Au sud de la forêt se dresse l'une des rares maisons de l'époque coloniale. Elle est directement liée à l'un des 40 auteurs de la Constitution américaine rédigée en 1787 suite à la guerre d'indépendance. Cette ferme appartenait à Charles Pinckney, le fils d'un riche exploitant et avocat.
Après la déclaration d'indépendance en 1776, il a été 4 fois gouverneur de l'État et sénateur des États-Unis. Comme toutes les autres plantations du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, celles-ci employaient des esclaves. Quand l'esclavage a été aboli, beaucoup d'entre eux sont devenus métayers et la plantation est restée en activité jusque dans les années 1960. En 1973, elle a été inscrite au Registre national des monuments historiques. Non loin de la maison de Charles Pinckney se trouve le majestueux manoir de Boone Hall. Il semble être là depuis des siècles, mais n'a été construit que dans les années 1930, à la place d'un ancien manoir en bois. Par contre, la plantation, en activité depuis 320 ans, est l'une des plus anciennes de la région. La culture principale a longtemps été le coton. Une fois mis en balle, il était transporté jusqu'à la rivière et acheminé vers les grands ports. Aujourd'hui, la plantation cultive surtout des légumes, notamment des tomates, du maïs, des potirons et des pastèques. Il reste 9 cases le long de cette rue baptisée Slave Street, la rue des esclaves. Après l'abolition de l'esclavage, des métayers afro-américains les ont occupées jusque dans les années 40. Le domaine de Boone Hall accueille plusieurs manifestations publiques chaque année. Le Carolina Open Classic Car Show expose des voitures des années 1900 à nos jours et un prix récompense la plus belle dans chaque catégorie. Nous survolons à nouveau l'Intracoastal Waterway pour rejoindre l'île de Sullivan et le phare de Charleston. Ce phare a été construit pour signaler l'entrée nord de Charleston Bay. Lors de sa mise en service en 1962, il était équipé d'un système d'éclairage extrêmement puissant. Mais il éblouissait les navigateurs et a dû être ramené à une intensité plus raisonnable. On le voyait tout de même à 40 km. À l'extrémité de l'île de Sullivan se trouve le fort Moultrie, qui est resté en activité pendant plus de 200 ans. Il a permis de repousser la flotte britannique lors d'une bataille de 9 heures en 1776. Le fort porte le nom du général victorieux William Moultrie. Pendant la guerre de sécession, dans les années 1860, les forces de l'Union l'ont attaqué à plusieurs reprises et gravement endommagé. Il a ensuite été reconstruit et modernisé, mais n'a plus jamais servi. Son activité a officiellement cessé en 1947. Suite à la guerre de 1812 contre l'Empire britannique, le gouvernement américain a fait construire un ensemble de forts pour protéger les ports de la côte Est. Les fondations du fort Sumter ont été posées en 1829. En 1860, l'édifice n'est toujours pas terminé et il n'est que partiellement armé quand la Caroline du Sud fait sécession et que la guerre civile débute un an plus tard. En 1861, l'artillerie de la Confédération attaque le fort Sumter. Au bout de 36 heures de combat, le major Anderson se rend par manque de munitions et d'armes. La bataille n'a fait aucune victime. En 1863, le fort est bombardé presque quotidiennement. Les dégâts sont considérables. La majeure partie des remparts est reconstruite dans les années 1870 et le fort fait office de phare jusqu'en 1897. Un an plus tard, le déclenchement de la guerre hispano-américaine réveille l'intérêt de l'armée pour le fort Sumter et une installation massive de type blockhaus est érigée en son centre. Il